Dans ma précédente vidéo, j'avais formulé l'hypothèse que le château de Milan, alors appelé Castello di Portaguiglia, avait été créé par deux membres de la famille Visconti, Galeazzo II et son fils Gian Galeazzo, le premier duc de Milan. Rappelons à cet égard les deux étapes de sa construction. Galeazzo II avait établi un château en avant du rempart de la ville, donnant sur celle-ci et servant de refuge éventuel en cas d'attaque. Ce château, entouré d'un fossé en eau, comportait une tour-porte précédée d'un pont-levis et deux tours de coin carrés. Gian Galeazzo, son fils, avait doublé sa superficie en construisant vers la campagne une extension, elle aussi comportant une tour-porte pourvue également d'un pont-levis et de deux tours de coin carrés. Cette seconde construction était destinée à abriter la garnison ducale. Une transformation significative eut lieu lors du règne des deux fils de Gian Galeazzo, Giovanni Marie et Philippe Marie. Ceux-ci firent du château à la fois le lieu de leur résidence et le siège de leur autorité, avec création probable, dans la partie campagne du château, d'un réduit fortifié appelé Rochetta. Cela était ressenti comme intolérable par les Milanais, pour qui le château était à la fois une menace et une offense. Pour eux, en effet, le seul siège du pouvoir était le palais établi au centre de la cité, près de la cathédrale, alors en reconstruction. En 1447, le duc Philippe Marie mourut, ne laissant comme héritière qu'une fille, Bianca Maria. Celle-ci avait épousé, en 1430, Francesco Sforza, un condottiere qui s'était constitué une armée de mercenaires et se louait au plus offrant et en particulier au duc de Milan. La vacance du pouvoir amena quelques nobles milanais à s'emparer de celui-ci et à créer la République ambrosienne. Les Milanais en profitèrent pour détruire une bonne partie du château qui symbolisait un pouvoir exécré. Les villes qui avaient été assujetties par les Visconti en profitèrent également pour se révolter, menaçant le duché de Milan d'éclatement. Pour mater ces révoltes, le gouvernement de la République ambrosienne fit appel au mari de Bianca, Francesco Sforza, et à son armée de mercenaires. 3 ans plus tard, à la suite de divers événements que je ne raconterai pas, en 1450, Francesco Sforza obtint la capitulation de Milan qu'il avait encerclée et entra en triomphateur dans la cité. Il se fit reconnaître duc de Milan par la population et s'installa dans le palais communal, renouant ainsi avec les anciennes traditions. Bien qu'il ait promis de ne pas reconstruire le château, il réussit à convaincre les Milanais que cette reconstruction permettrait l'embellissement de la cité. Néanmoins, les travaux réalisés visèrent surtout à renforcer l'aspect défensif du castello et à l'adapter au développement de l'artillerie. Les travaux commencèrent par la façade du côté de la cité. L'aspect de cette façade est connu grâce à 2 documents, dont une peinture de Francesco Galli de 1495, figurant la Vierge
assise devant une fenêtre ouverte, donnant sur un paysage qui doit représenter le Castello de Milan. L'autre document est un dessin sur un des murs de la salle capitulaire de l'abbaye de Chiaravelli, datant de 1520. Pour la tour centrale de la façade, Francisco Sforza voulut tenir compte de sa promesse d'embellissement de la cité en atténuant symboliquement l'impression d'une architecture militaire. Il fit pour cela appel, en 1452, à un architecte florentin appelé Antonio Averlino et connu sous son surnom de Filarete. Au lieu d'une tour basse défensive, il réalisa un édifice de prestige avec une haute tour comportant une série d'étages à mâchicoulis décoratifs en dénivellation les unes par rapport aux autres. En 1456, son pouvoir s'étant affermi, Francesco Sforza fit reconstruire les deux tours de coin selon une conception purement militaire. Les deux hautes tours carrées étant devenues obsolètes, elles furent remplacées par de puissantes tours circulaires aux murs formés de pierres en pointe de diamant et surmontées d'un chemin de ronde. Ces tours furent appelées Santo Spirito et Carmine, du nom des deux églises voisines du Saint-Esprit et du Carmel. Les guerres d'Italie eurent raison des aménagements de la façade de Francisco Sforza. C'est ce que montre une gravure du XVIe siècle. La tour du Filarete fut détruite en 1521 lors de l'occupation française. Elle était à ce moment utilisée pour y entreposer la poudre à canon. Celle-ci explosa et détruisit la tour qui s'écroula. De même, les tours latérales furent écrêtées pour y installer des canons. La façade resta dans le même état jusqu'à la fin du XIXe siècle, lorsqu'on décida de restaurer la partie centrale du château telle qu'elle était à l'époque des Sforza. La direction des travaux fut confiée à Luca Beltrami. Celui-ci s'appuya sur des documents d'archives, dont les deux que j'ai présentés, et réalisa une reconstitution qui permet aux visiteurs actuels de retrouver l'aspect du Castello au milieu du XVe siècle. Sur le plan du château, j'ai reporté les trois tours résultant des travaux réalisés par Francesco Sforza. En outre, fut construite, en avant de la tour du Filarete, une barbacane permettant de contrôler les allées et venues dans le château et servant aussi de défense avancée. Le nouveau duc fit également renforcer les trois autres portes de l'enceinte, ainsi que les deux tours érigées du côté de la campagne. C'est dans la Torre Castellana qu'il entreposa son trésor. Cet ensemble fortifié existe toujours,
comme le montrent les photos qui suivent. Enfin, Francesco Sforza créa autour du château un nouveau rempart, appelé en italien Ghirlanda, précédé d'un fossé. Ce nouveau rempart fut raccordé au rempart de la ville. Pour relier les jardins à la cité, 2 nouvelles portes furent créées. Cet ensemble fortifié a actuellement disparu. Francesco Sforza mourut en 1466. Une de ses monnaies porte une épitaphe qui résume bien sa vie. Belli pater, pacis autor, père de la guerre et auteur de la paix. Dans ma dernière vidéo, à propos du Castello Sforza, j'évoquerai les nouvelles transformations du château à l'époque des successeurs de Francesco Sforza. Ces transformations furent surtout orientées dans l'aménagement d'une résidence digne de ce nom.